Merci beaucoup Céline. Ça débat sur LCI. Débat économique à suivre. Bien, vous l'avez entendu, Céline, déclinant les thèmes de l'actualité du jour, c'est du social et de l'économie à n'en plus finir, aussi bien France que la TVA sociale. On pourrait rajouter aussi la situation en Hongrie où il y a le versant politique de protestation dans la rue contre la nouvelle constitution, mais il y a aussi le bras de fer qui s'annonce entre le gouvernement hongrois et la Commission européenne. Pour en parler, un beau plateau d'économistes que je remercie d'être là. Parmi eux, Michel Aglietta, avec un livre qui sort chez Michalon, Zone euro, éclatement ou fédération. C'est votre analyse de la crise et de ses éventuelles solutions. Avec cette course-poursuite pour chacun d'entre vous, c'est que quand vous rédigez vos ouvrages, plus vous avancez dans votre livre, plus il faut rajouter des chapitres parce que de sommet en sommet, les décisions sont prises. Et ça vous est arrivé puisque vous avez achevé la rédaction du livre le 4 décembre 2011 et que c'est la semaine suivante que c'est monté le sommet de la dernière chance du 9. Alors, évidemment, ça vous permet aussi de tester la validité de vos analyses. Et en gros, ce que vous dites, c'est que ce sommet conforte bien évidemment dans les non-bonnes réponses, l'analyse que vous faites de la crise de l'euro. Parce qu'il y a un mauvais diagnostic, dites-vous. C'est ce que j'ai retenu essentiellement. Le mauvais diagnostic, c'est de tout focaliser sur l'importance des dettes publiques et de les attribuer à de mauvaises politiques budgétaires. Alors que tout le monde sait que dans les années 2000, c'est la dette privée qui s'est développée massivement et que les gouvernements ont dû sauver le système financier. Et c'est ça qui a fait surgir des dettes publiques en une seule fois, en quelque sorte. Et que d'un certain point de vue, prendre la Grèce comme l'emblème des déficits publics et de ce qu'il faut corriger et finalement... oui, c'est le contraire l'exception, si vous voulez. Hein, c'est l'exception. Et que ça aurait dû rester l'exception. Et en revanche... Si on avait été capable d'isoler ce problème-là dès le départ, c'est-à-dire la fin 2009, ça aurait dû rester l'exception. Et en revanche, vous mettez en cause assez rudement l'Allemagne sur le mode de les donneurs de leçons feraient bien de balayer devant leur porte, car le système bancaire allemand est l'un des plus fragiles d'Europe. Oui, c'est les derniers tests de stress l'ont montré, hein. Les tests de résistance qui ont été faits au niveau européen. L'Allemagne, les banques allemandes manquent 2 fois plus de capital que les banques françaises, par exemple. C'est-à-dire, après les banques des pays qui sont les plus en difficulté, bien sûr, la Grèce, l'Espagne et l'Italie, ce sont les banques allemandes qui sont les plus en difficulté. Un livre, en tout cas, extrêmement stimulant. Je pense qu'on va y revenir dans ce débat. Je voudrais néanmoins qu'on revienne sur les thèmes d'actualité. Jean-Michel, 4 points. Jean-François Copé se félicitant du courage qu'il y a à prendre des mesures un peu bien, à se demander si ce n'est pas son inconscient qui parle et qui se félicite de tout ce qui peut ruiner la candidature de Nicolas Sarkozy. Mais ça, c'est une interprétation fort malveillante et je la garde pour moi. Jean-Michel, 4 points. Cette histoire de TVA sociale, est-ce que c'est un coup de boutoir sur... j'allais dire, le traditionnel système social français, c'est-à-dire faire passer sur l'impôt ce qui était de l'ordre de la solidarité. C'est un serpent de mer, la TVA sociale. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la politique familiale est financée par les cotisations patronales, essentiellement 5,40% sur les salaires. Et effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'il est du ressort du travail, des cotisations sur le travail, de financer la politique familiale? Et on peut répondre, c'est du ressort du budget de l'État. Et à ce moment-là, il faut faire un transfert, effectivement. Ça représente à peu près un peu plus de 30 milliards d'euros. Il faut faire un transfert, alléger les charges qui pèsent sur le travail, 5,40%, un cadeau, on dira, au patronat, et de l'autre, faire peser sur le budget général la compensation. Ou alors, il faut baisser les prestations familiales. Donc 30 milliards d'euros, ça représente à peu près 2,5 points de TVA. Donc ça fait passer la TVA à 22%. Alors ensuite, on dit ça pénalise, effectivement, c'est pour éviter la TVA, anti-délocalisation, etc. Oui et non, c'est pas vraiment le sujet. Hein. Le sujet, c'est qu'effectivement, est-ce qu'on fait peser sur l'ensemble de la collectivité un abaissement du coût du travail? Alors le patronat oublie au passage quand même qu'il a eu un cadeau avec la taxe professionnelle. C'est-à-dire que la réforme de la taxe professionnelle s'est soldée quand même par un chèque d'une 13 milliards d'euros à peu près en faveur des entreprises.
Alors, on pourrait aussi trouver Et de au l'argent. détriment des collectivités territoriales, Oui, d'ailleurs. et on qui s'en pourrait plaignent aussi trouver amèrement. de l'argent, par exemple, en faisant participer un peu plus les grands groupes français et étrangers. Mais ça, on n'en parle jamais. Vous savez, ces grands groupes qui ne payent pas très peu d'impôts en France, à la différence des PME et des moyennes entreprises qui, elles, payent de l'impôt en France. Mais ça, pour le moment, on n'en parle pas. Mais ce sera peut-être un sujet qui va venir dans la discussion au moment de la campagne électorale. Dominique Seux, la TVA sociale. Ça renvoie, je suis en accord avec Jean-Michel, 4 points, ça renvoie à une vieille question qui est la préférence française pour le chômage. Alors c'est une thèse qui court depuis une bonne vingtaine d'années, mais qui est toujours exacte. C'est-à-dire que on a préféré depuis longtemps en France le pouvoir d'achat des gens en place, nous, des salariés, plutôt que l'amélioration de la situation de l'emploi. La TVA sociale, c'est un vrai débat, c'est un beau débat qui mériterait, à mon avis, d'aller bien au-delà de l'élection présidentielle. On peut quand même s'interroger sur le moment choisi. Vous nous avez encouragé un petit peu, Michel, à la malveillance. Je vais pousser un petit peu dans cette tranchée en disant qu'il n'est pas tout à fait impossible que le chef de l'État se soit dit qu'enfoncer un coin entre Manuel Valls et le reste du Parti socialiste sur ce sujet était de bon augure avant l'élection présidentielle. Et François Bayrou aussi. Et François Bayrou aussi. Voilà. Donc il y a évidemment des arrière-pensées politiques. On sait depuis ce matin, puisque Valérie Pécresse l'a confirmé, que le texte sera présenté avant l'élection présidentielle, qu'il sera voté avant l'élection présidentielle. En revanche, il est impossible qu'il s'applique avant l'élection présidentielle. Donc on devrait avoir dans ce texte Donc on est quand même beaucoup dans le symbolique. Alors on devrait avoir une application, je ne sais pas, au 1er juillet ou au 1er janvier de l'année prochaine, à charge pour la majorité qui suivra, la même une autre, de corriger le tir. C'est un bon débat, c'est un vrai débat. Le moment fait légèrement sourire. Pascal Delima. La TVA, il y a deux sujets principaux. La première, c'est évidemment de savoir que 10% quand même de la population la plus démunie paiera 11,5% de cette hausse de TVA selon les hypothèses retenues par le gouvernement. A contrario, 10% des plus riches paieront 5,5%. Donc ça, c'est la première idée, c'est de dire que finalement, cette TVA... Ça, c'est le problème des impôts qui ne sont pas proportionnels. Tout à fait. Et il faut en plus de cela supposer qu'il va y avoir réellement une répercussion sur la baisse des prix, ce qui n'est pas du tout évident. Il faut qu'il y ait une répercussion sur la baisse des prix. Et là, on pourra effectivement envisager l'efficacité de cette mesure. Je tiens à préciser quelque chose qui me semble important, et c'est le deuxième point, c'est que, comme on le dit souvent, mais c'est la réalité, la politique doit être globale et systémique. C'est-à-dire qu'il s'agit là encore d'une mesure additive, certes intéressante sur le plan économique, mais pour pouvoir évaluer l'efficacité de cette mesure, il faut pouvoir passer au stade de l'évaluation objective et non lobbyiste. Il y a un excellent ouvrage d'Étienne Wessmer sur cette question, État moderne, État efficace, et là, ces études-là n'ont pas encore été proposées. Donc, je dirais, pourquoi ne pas évoquer d'autres taxes, une fiscalité au sens global. On parle évidemment du capital, c'est de cela dont j'ai en tête, et pas uniquement donc de cette mesure très localisée. C'est un transfert vers les retraités, il faut le dire aussi. Oui, enfin, voilà. C'est camouflé comme dispositif, mais évidemment, en allégeant les charges sur le travail et en augmentant la consommation, c'est une manière de faire participer. Nicolas Sarkozy aurait rêvé d'augmenter la CSG sur les retraités à l'occasion de la réforme sur les retraites. Il n'y est pas allé parce que c'est une façon de le faire. C'est une façon déguisée de le faire. Sur 42 millions d'électeurs en France, il y a 15 millions de retraités. Ça mérite effectivement d'être pesé. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne mette pas tout à plat. C'est un rêve de journaliste. Quand on regarde la politique familiale, et notamment toutes les allocations, les innombrables, je me suis livré à ce petit jeu cet après-midi, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Il y a 25 allocations diverses. Et on en rajoute à chaque fois. Et 0,15 là et 0,25 ici. Bon, Éric Delannoy. Oui, alors, moi, je vais mettre ma casquette de chef d'entreprise, puisque je dirige une PME de 250 personnes. La TVA sociale procède quand même d'une bonne idée qui consiste à alléger les charges des entreprises et faire peser en fait les masses sur l'ensemble de la collectivité locale, l'ensemble des collectivités. Donc, je pense que en termes de mesures globales, on peut quand même se dire que on peut facilement descendre fortement les charges des entreprises en augmentant faiblement les charges de la collectivité. Bon, ça c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que pour éviter les problématiques de différenciation par rapport aux riches et aux pauvres, on peut sélectionner les produits qui vont en bénéficier. On peut
imaginer une différenciation extrêmement forte. Mais quand on reparle de tout à l'heure sur le fait de remettre tout à plat, sans que ce soit un rêve de journaliste, on peut quand même se dire, et là moi je le vis de plein fouet, c'est que la fiscalité n'est pas la seule en cause. En France, on cumule à la fois un problème de fiscalité énorme sur les entreprises et un problème de code du travail qui est insupportable. 1000 pages de code du travail, quand en Suisse, où les salariés sont pas très malheureux, il y a un code du travail qui fait 100 pages. Donc on pourrait se dire qu'il y a un travail de refonte du code de travail qui pourrait s'accompagner d'une refonte de la fiscalité des entreprises qui est nécessaire. Vous me permettez une transition et on va... Alors, le chef d'entreprise que vous êtes, comment voit-il ce qui se joue autour de Cifrance? C'est-à-dire, imaginons que vos salariés, à un moment donné, votre syndicat CFDT, si vous en avez un, présente comme ça un projet de coopérative ouvrière et reçoivent l'aval du président de la République, alors que le ministre délégué parlait d'une folie, d'un fanatisme qui menait au suicide collectif. Thierry Mariani, là, doit être alors je vais vous dire une chose, assez mal. On est en train de vivre, moi je regarde ça avec gourmandise, on est en train de vivre la confrontation entre une technocratie qui se perd dans des arcanes réglementaires incroyables, voire européennes, par rapport à des gens qui ont envie de bosser. Et là, moi je dis que la SCOP a fait ses preuves, le mutualisme dans la banque a fait ses preuves, tout ce qui concerne la fait de motiver les salariés par le fait d'être possesseurs de son outil de travail me semble une bonne solution. Voilà. Après, il y a des problématiques de mise en œuvre. Faut pas se cacher sur les problèmes de mise en œuvre pour ne pas le faire. Dominique Seux, c'est vrai que ça fait bizarre d'imaginer Nicolas Sarkozy en tête des cortèges pour l'IP. Par exemple, pour les gens de ma génération, c'était ça le projet de reprise autogérée d'une entreprise. Non, mais vous avez entièrement raison. Le but, c'est justement de nous surprendre. Le but, dans les 2 premiers mois, alors que le candidat socialiste va se multiplier dans les jours qui viennent, le but du président de la République, c'est de nous surprendre. Mais c'est aussi de façon subliminale de rappeler ce qui s'était passé sur Alstom. On vous avait dit, disait-il à l'époque, qu'Alstom allait mourir, Alstom pouvait vivre, et effectivement, c'était intéressé. Le vrai sujet de Cifrance, c'est Scope, d'accord, Scope, pas Scope, reprise par la... Mais c'est est-ce que l'entreprise est viable? Et la réponse, malheureusement, est plutôt que non. On voit bien que la concurrence des avions low cost et de la SNCF, du tunnel, fait que le secteur est extrêmement difficile, concurrentiel. L'entreprise qui a été co-gérée par la CFDT a été relativement mal gérée aussi. C'est des conflits sociaux à répétition, une co-gestion qui rappelle un tout petit peu le cas de Marseille. Avec d'autres organisations syndicales et d'autres directions, on est un peu dans le même cas de figure. Mais la question simple, c'est cette entreprise est-elle viable? Parce que sinon, il est assez cynique d'inciter les salariés à aller replacer, à aller mettre à l'eau, à aller jeter dans les flots leur indemnité de licenciement. C'est quand même assez cynique. Je ne pense pas qu'il le fasse, mais s'il le faisait, ce serait quand même un calcul assez